Alors bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session, donc deuxième session du mois 2, qui sera consacrée à la proposition de correction concernant le mini-projet qu'on a eu à proposer. Donc la correction ou alors la proposition de correction ne sera pas faite par moi, mais elle sera faite par l'un d'entre vous, notamment Ulrich, qui a bien voulu échanger avec nous le fruit de ses recherches et nous proposer, d'après lui, quelque chose qui devrait permettre de résoudre le problème ou alors la problématique qui a été posée dans le sujet. Donc, moi, je vais arrêter le partage de mon écran et immédiatement, euh, il va reprendre le relais en partageant son écran. Voilà. Alors, que je vois d'abord où est-ce qu'il y a Stop Share. Ah oui, Stop Share. Donc, directement par la suite, Ulrich, tu partages ton écran. Voilà. Donc, Ulrich a partagé son écran et normalement, tout le monde devra avoir en visuel son écran. Et il devra aussi activer son micro. Activer également son micro. Allô? Oui, on t'entend, je pense bien. Donc, confirmez bien que nous Bonsoir tout le monde. entendons notre cher ami Ulrich. Tout le monde entend bien? Je ne suis pas habitué à être Parle un peu fort, s'il te je plaît. suis pas habitué à être le conférencier, donc du coup, je ne sais pas trop où se retrouve le chat. Ok. Ouais. Le chat, en fait, tu le retrouves. Normalement, il doit avoir. Va avec ta souris en haut. Et Ouais, tu vois, il y a partage, tu vois, la souris. Tu as trois Ah points ouais, en j'ai haut. vu. Voilà. Je vois plus conversation. Ok, C'est ça. Tu as conversation. Voilà. Tu peux déjà voir ok, ça. ça marche. Yes. Bon, bah, bonsoir tout le monde. Ouais, merci d'Iran de me passer la parole. Donc, je vais essayer de présenter, comme convenu, ce que j'ai fait de mon côté. Bon, c'est quelque chose qui marche. Enfin, ça marchait. Donc, donc, je vais essayer de repartir from scratch et builder toute la stack comme convenu. Donc, je ne sais Ok. pas si tout le monde est OK. Tout le monde m'entend, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut y aller? En tout cas, c'est OK pour moi. Et ce que je voulais rappeler, c'est que l'objectif, c'était dans un premier temps. Donc, effectivement, il fera tout pour expliquer, hein, mais s'il n'explique pas assez, je rebondirai dessus. Mais comme je disais, en fait, l'objectif sera dans un premier temps de builder une image avec le code à l'intérieur et ensuite de déployer une application beaucoup plus complexe. Et cela de façon manuelle et ensuite via Ansible. Voilà, donc ça c'est l'objectif d'aujourd'hui. Je te laisse continuer, Ulrich. Ça marche. Donc oui, comme Diran disait, on va commencer par le build en fait de l'application de façon manuelle. Bon, je ne sais pas si j'ouvre rapidement l'énoncé du cours du projet à toute fin utile. Je ne sais pas si jamais certains ne l'ont pas en tête. Bon, j'essaierai d'être d'expliquer le plus possible à mon niveau. Après, je compte sur toi, Diran, pour En support, bien en évidemment. support. Bon, j'arrive pas à ouvrir ça. Je sais pas ce qui se Le passe. dossier, si tu double-cliques, ah, des fois, je sais qu'il faut actualiser. Des fois, c'est très bizarre. Ou alors, tu cliques sur là, il y a Subject en bas. Mais moi-même, des fois, j'ai eu ces petits bugs-là. Je ne sais pas pourquoi. Il fallait des fois que j'actualise pour Ouais. double-cliquer. Là, Je te dis, il y a des choses qui se passent souvent là qui me c'est tout plaisent bon. pas. Donc, là, on a tous l'énoncé. Donc, premièrement, il s'agit donc de builder. C'est une image, un serveur web avec l'application Battlebot. Alors, beaucoup n'ont pas compris, se trouve Battlebot. Donc, il faudrait que tu expliques également ça. OK. Il faudrait que j'explique Battlebot. Battlebot, en fait, c'est une application, en fait, c'est open source. Donc, vous pouvez télécharger, en fait, le code source de cette application. C'est sur GitHub. Donc, c'est vraiment une bataille, en fait, où on a une mer et on a des bateaux, en fait. On a des bateaux. L'ennemi aussi, il a des bateaux dans la mer. Et le but, en fait, c'est de faire couler, en fait, le bateau, en fait, de son adversaire. Donc, c'est à peu près ça. Dans le,
Le petit 1 en fait de l'exercice, il s'agit donc en fait de builder en fait cette application-là et de l'exposer dans une image Docker, de l'exposer sur Internet. Donc c'est un serveur web en fait quand il s'agit de faire. Donc allons-y. Pour ce, je vais déjà créer en fait mon environnement sur Amazon. Donc mes VM, on va partir from scratch. Et pour cela, je vais utiliser le CloudFormation, qui est l'équivalent en fait de Terraform. Donc, je vais reprendre la stack que Diran nous avait mise à disposition lors des précédents TP. Donc là, je suis sur ma console Amazon. Donc, je vais créer une nouvelle stack. Donc, j'utilise en fait un fichier existant. Je reprends dans la stack que Diran avait mise à disposition, Ansible Stack. Donc, je prends celle-ci. Ensuite, là, je vais renseigner ma clé, la clé avec laquelle je vais me connecter à, à mon serveur une fois qu'il sera buildé. Donc là, j'avais ma clé DevOps que j'avais déjà eu à créer. C'est la même que les précédentes TP, donc je la reprends juste. Le nom de ma stack, bien sûr, je vais l'appeler correction, correction TP mini projet. Bon. Je suis pas très inspiré en termes de nomenclature, donc on va mettre ça. Et puis, on continue, on laisse les paramètres par défaut. On va sur suivant. Etc. etc. Et là, je crée ma stack. Donc, la stack est en cours de création. Ça semble être terminé. Bon, maintenant, ma stack, en fait, elle est constituée de plusieurs ressources. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est mes machines virtuelles, dont sont les ressources EC2. Je ne sais Alors, pas. juste sans vouloir te couper, Iris, donc il y en a qui me demandent si on n'a pas encore réussi à terminer. En fait, Samy, tu n'as pas besoin de partir parce que on ne va pas tout corriger. On va corriger juste la partie Docker. Parce que c'est indispensable que vous ayez fait la partie Docker et Ansible pour pouvoir faire ensuite la partie GitLab et Terraform. Donc, il serait important de comprendre déjà ce qui fait et de pouvoir le reproduire. Donc, on ne fera pas jusqu'à la partie Jenkins et Terraform. Donc, il serait bien que même ceux qui n'ont pas encore terminé puissent suivre en fait et comprendre comment est-ce que ça peut se passer parce que ça peut éventuellement prendre un peu de temps parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très bien dites en fait dans l'énoncé du full proof. Donc, écoutez quand même et voilà, il a fait des choses pour regarder et adapter à votre situation. OK. Bon, la stack, elle a terminé. Donc, j'ai ma machine, en fait, qui est en cours d'initialisation. Donc, c'est l'instance running, là, ce qui est vert. Bon, je vais juste la taguer pour me retrouver, en fait. Je vais juste mettre Ansible. Bon, c'est pour me retrouver rapidement. Tac, tac, tac. Je fais ça. Je profite pendant qu'elle se build, je vais cloner en fait. Je vais la cloner pour faire une seconde instance EC2. Cette instance EC2, en fait, ce sera la cible Ansible. Donc, je vais utiliser cette machine Ansible C comme manager qui va me permettre en fait de manager la seconde instance que je vais créer. Donc, ce sera une machine identique à la source. Et puis, ouais, ce sera ça que je vais utiliser les mêmes paramètres de connexion, la même clé pour me faciliter la tâche. Donc, pour ce faire, je vais dans lancer plus comme celle-ci. Bon, là, je laisse vraiment les paramètres par défaut. Je ne change rien du tout, vraiment rien, et je vais juste faire lancer. Et j'utilise pareil ici la clé de connexion, la clé DevOps. Je fais OK et je lance la nouvelle instance.
Normalement, en repartant dans EC2, je dois l'avoir en cours de chargement. Instance en cours d'exécution, une. OK, voici ma deuxième instance. Elle est en cours d'initialisation. Je vais juste la taguer en Ansible target pour différencier les deux instances. Pour le moment, on va s'appesantir en fait sur le manager. C'est là-dessus qu'on va faire toute la partie manuelle. Donc, on va installer Docker, on va compiler les images Docker, lancer le Docker Compose sur ce manager. Donc, pour ça, je vais déjà me connecter à ce manager. Donc, je prends là-dessus son hostname. Je le prends et je vais me connecter via MOBA externe. Donc, j'ouvre une nouvelle session. Bon, je vais juste éditer les sessions déjà existantes en changeant simplement le hostname. Et la clé, en fait, c'est les sessions en fait, qu'on a déjà eu à utiliser lors des précédents TP. Donc, ça a gardé la même clé et tous les paramètres. OK. Donc là, je suis connecté au manager. Si je fais un uptime pour savoir depuis combien de temps c'est buildé, ouais, ça fait 3 minutes, donc c'est bien mon manager. Passons donc au TP. En fait, mon code source, en fait, je l'ai poussé sur mon repo Git. Donc, je vais télécharger mon repo Git. Bon, je clone mon repo Git. Alors, est-ce que tu pourrais zoomer dans ta console, donc contrôle molette? Très bien. Voilà. Nickel. OK. Non. Je crois qu'il n'a pas encore fini d'installer tout ce qu'il Ouais. initialise, je pense. Parce que normalement, dans le Terraform, je demande qu'il installe aussi Git, si je ne me trompe pas. Justement, je n'ai pas eu à installer Git, donc je pense, comme toi, qu'il n'a pas fini l'initialisation. Ok, bon, tu vas retenter chaque 2 minutes. Ouais. C'est vrai que les déploiements ne sont pas très rapides, mais bon, vu qu'on souhaite partir depuis le début, afin que ceux qui auront des éventuelles difficultés puissent savoir exactement quelle est la procédure que l'on a suivie. Et je vous conseille toujours vraiment de faire ainsi pour être sûr que votre infrastructure est vraiment déployable automatiquement. Donc, on fait vraiment de l'infrastructure as code. Je vous conseille généralement, après avoir fait un déploiement et tout, vous supprimez complètement la VM. Vous supprimez la stack. Pas la VM, mais la stack, parce que la stack part avec tout ce qui est lié à la VM, donc security group et tout le reste. Toujours pas là. OK. Bon. Donc, En attendant qu'il finisse l'initialisation. L'autre, non? L'autre VM. Pardon? Tu préparais l'autre VM en SSH. Oui, justement, je veux configurer en fait mes clés SSH en fait, en attendant qu'il finisse l'initialisation. Alors, je pense bien que dans la stack, il manque le dépôt Git car le manager ne tourne plus. Je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire avec ça. Est-ce que tu pourrais mieux expliquer? Je n'ai pas exactement compris ce que tu as écrit. Je pense bien que dans la stack, il manque le dépôt Git car le manager ne tourne plus. Je n'ai pas très bien compris la question en fait. Donc, configure la session SSH pour le second. Regarde son interface AWS. En fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas le même chat en fait. Parce que moi, je pense bien que dans la stack, il manque le dépôt Git. J'ai pas les autres questions. Je crois que ça va peut-être du temps pour arriver chez toi, je ne sais pas. Car le manager ne tourne plus. Regarde son interface AWS. Donc, c'est le message que normalement tout le monde voit. Ok. Non, je pense qu'en fait, il voit ce que tu as déjà terminé. Non, on a déployé de nouvelles VM. Ah, ouais. Peut-être les anciennes, ouais. Non, effectivement, ça, c'est les nouvelles VM qu'on a déployées. Les anciennes, je pense qu'il les a terminées. Ça doit être de vieilles VM. Ok.
Pendant ce temps, je configure, ça c'est la cible. Je configure aussi ma session SSH sur la cible, toujours sur mon mobile externe. Bon, pareil, je reprends les sessions déjà existantes, je modifie juste le hostname. Donc là, j'ai deux sessions Putty, une sur le manager Ansible, l'autre sur la cible. Le zoom. Merci. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? Bon, là, j'ai copié-collé les clés, mais maintenant, en fait, pour se connecter, puisque la clé, en fait, c'est une clé privée. Donc, ça veut dire, en fait, qu'elle appartient uniquement à l'utilisateur CentOS. Donc, pour ceci, il faut donc limiter, en fait, les droits de la clé pour que uniquement l'utilisateur CentOS puisse y accéder. Sinon, on aura des messages d'erreur. Donc là, c'est pour ça que je fais un change mode. C'est un change mode en fait, et je mets en 600 pour du binaire. C'est l'équivalent d'un ch mode, je sais pas, j'ai oublié, R ou W, je sais plus trop, mais 600, c'est pour dire uniquement l'utilisateur a les droits de lire et écrire, et tout le reste, les membres du groupe de l'utilisateur et tout le reste de personnes n'auront aucun droit sur ce fichier. Donc, c'est ce que je fais là. Je fais pareil sur le manager. Donc là, c'est tout bon. Maintenant, je vais tester une connexion du manager vers la cible Ansible. Donc, SSH CentOS at la cible. Et là, je mets yes. Il me demande de valider en fait les empreintes parce que c'est une première connexion. Je mets yes. Et puis, bon, le manager est bien connecté à la cible. Donc, on peut voir en fait l'IP qui a modifié, qui a été changé là. Là, elle n'est plus la même. Donc là, je suis bien connecté sur l'autre machine. Maintenant, je vais faire un exit pour revenir sur mon manager. Bon, là, je suis bien sur mon manager. On va donc continuer la suite du TP. On va essayer de télécharger notre repo Git en espérant que Git… OK, là, il a terminé. Initialisation. J'ai téléchargé mon repo Git qui contient vraiment tout mon code source. Non, je l'ai téléchargé au mauvais endroit, excusez-moi. On va reprendre. Là, je vais dans ma home et je retélécharge mon code. OK, moi je l'ai renommé en DevOps Training. Si je me balade là-dedans, je vous décris vite fait ce que vous allez retrouver dans mon code. Ansible Project, c'est le projet précédent, le TP2. Donc, si vous allez dans Ansible Project, vous allez retrouver tout le code source du TP2. Le répertoire mini-projet, c'est celui qui contient le code source de mini-projet actuel. Donc, je vais là-dedans. Et là-dedans, vous allez retrouver là ce fichier. Ça, c'est un fichier Word. Donc, vous pouvez l'ouvrir avec Word. C'est une sorte un peu c'est la doc en fait sur ce que j'ai fait, hein, une sorte de doc pratique. Bon, le README, c'est le README classique. Je n'ai rien mis là-dedans. L'Ansible CFG, c'est ma conf Ansible. J'ai mis certains paramètres. Au lieu de lancer en fait mes commandes Ansible et leur précisant en fait quel fichier d'inventaire il va utiliser, donc moi je l'ai renseigné directement dans ma configuration Ansible. Et bon, le reste de paramètres, là les rôles, bon, le reste de paramètres, ils sont pas très importants. Donc tout ce qui vous intéresse, vous, ce sera juste l'inventaire Ansible qui est là-dedans. Le reste n'a pas trop d'importance dans le cadre de cette correction. Dans Docker Artifact, c'est tout ce qui concerne en fait l'image Docker et le Docker Compose. C'est contenu dans Docker Artifacts. Et l'inventory et Playbook. Inventory, c'est l'inventaire Ansible, comme configuré là-dedans. Et Playbook, c'est là-dessus que se retrouve en fait mon Playbook.
Pour le moment, on part sur la partie manuelle dans Docker Artifact. Dans Docker Artifact, il y a dans mon Dockerfile et mon Docker Compose. Initialement, on va compiler l'image via le Dockerfile. Donc, je vous montre rapidement le Dockerfile que moi j'ai édité. Ce Dockerfile, donc, il part d'une image. N'hésitez pas à me couper si je vais trop vite. Donc, pour moi, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, je suppose que tout le monde est en phase avec moi. Donc, mon Dockerfile, en fait, je vais d'une image Ubuntu. J'aurais pu aller de n'importe quelle autre image. Bon, je suis parti d'Ubuntu. Le mainteneur, c'est moi. Donc là, c'est moi. Ici, je fais un run apt upget. Donc, ça veut dire tout nouveau conteneur, je vais faire une mise à jour parce que Ubuntu utilise apt-get comme gestionnaire de package. Donc, je fais un apt-get update. Je mets à jour l'image. Ensuite, j'installe Nginx. Selon dans l'énoncé de l'exercice, on pouvait prendre n'importe quel serveur web. Donc, quelqu'un aurait pu prendre du Apache ou une autre solution serveur web. Donc, moi, je suis parti sur du Nginx en l'occurrence. Et là-dessus, maintenant, je copie les fichiers files dans le var HTML. Donc, c'est vraiment le code source de mon site web. Ce code source, je l'ai téléchargé sur, comme je disais, BattleBot, c'est une application open source. Donc, j'ai téléchargé en fait sur le sujet. Où tu récupères, Pardon? Est-ce que tu peux nous montrer où tu récupères le code? C'est vrai que j'ai omis ça. Si je tapons vite fait BattleBot Git repo. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai tapé BattleBot Git repo. Donc, c'est ce code-ci en fait. Je fais un git clone de ce code-ci et je récupère tous ces fichiers. Et tous ces fichiers-ci, je suis venu les renseigner dans mon files. Si je viens là-dedans dans files, les voici. Ils sont là-dedans. Donc, si je reviens dans mon Dockerfile, je copie dans tout ce code source-ci que je mets dans la webroot de mon Nginx. Et maintenant, je lance le entry point. Là, c'est pour dire, en fait, à chaque lancement d'un nouveau conteneur, il va me lancer le process Nginx en démon. Donc, il va tourner en arrière-plan et le conteneur expose le port 80. Donc, il sera accessible via le port 80. Donc, c'est donc ce qui est fait. Donc, maintenant… Question. Oui, effectivement, on peut partir d'une image PHP Apache. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que l'énoncé était plutôt ouvert. Donc, chacun, l'essentiel, c'était de faire marcher en fait le serveur web. Donc, si vous partez d'une image qui marche, il n'y a pas de souci. Je vois une question de Naïli. Ouais. Pourquoi on les copie? Je suppose, Naïli, je suppose que tu parles de copier le code source de BattleBot. En fait, c'est l'application web en elle-même. Si tu veux, le serveur Nginx, tout ce qu'il fait, c'est qu'il sert des pages, il sert du contenu. Maintenant, ce contenu, où est-ce qu'il se trouve? Il faut donc définir où se trouve ce contenu. Donc moi, au lieu de créer un contenu par moi-même, je suis juste allé télécharger un contenu quelque part que j'ai renseigné en fait dans le work directory du serveur Nginx. Donc, je télécharge un contenu, je renseigne et je dis au serveur, à partir d'aujourd'hui, c'est ce contenu-ci que tu vas servir à tes clients. Donc, c'est pour ça que je copie et je colle. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ça marche. Je pense bien que dans la stack, Ah, ok, ouais. Ok, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, maintenant, ce que je vais faire, puisque j'ai mon Dockerfile, je vais donc compiler l'image. Bon, compiler l'image. Donc, vous allez retrouver ces commandes. C'est le fichier Word dont je vous parlais. Il est sur mon repo Git. Donc, c'est lui que j'utilise dans le cadre de la présentation. Donc, je vais simplement lancer cette commande docker build. Donc, je dis tu me b. Le -rm, c'est pour dire tu supprimes
les images intermédiaires lors de la compilation. Et maintenant, je vais taguer mon image en ceci. Choco 192, 1992, c'est le nom de mon Docker Hub. Donc, je le tag en ceci, en HTTPD. Et le point, c'est pour dire le Dockerfile, il se trouve où je me situe dans l'arborescence. Donc, je lance la compilation. Permission denied. Bon, là, c'est parce qu'il n'a pas encore pris en compte le fait que CentOS fasse partie du groupe Docker. Bon, là, je vais me déconnecter vite fait et je me reconnecte. Et normalement, ça devrait le faire. Je repars vite fait où on se trouvait. C'était dans le mini-projet Docker Artifact. Ok, je relance mon build. Ouais. Donc là, c'est en train de builder ma nouvelle image. Successfully. Donc, il a terminé le build. Si je fais un Docker image, si je fais un Docker images, il m'affiche là, voici mon image. Elle s'appelle Choco HTTPD, c'est le tag que j'avais mis. Oui, Lydia, ne t'inquiète pas. Effectivement, ça finit dans 10 minutes, mais on coupera et on relancera le Zoom. Effectivement, t'inquiète pas, j'ai pris en compte. Ça Vas-y. marche. Donc là, c'est ma nouvelle image. Elle pèse 153 mégas. Ça fait 8 secondes qu'elle a été buildée. Donc, ça marche. Ce que je vais faire, je vais donc lancer un conteneur de cette image. Tac, tac, tac. Si je fais Docker run. Ah, de zoomer sur l'écran. De zoomer sur l'écran. Ah, ah oui, oui, désolé, Luciane. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc là, je fais donc Docker run. Donc, je lui ai dit, tu me nommes ce conteneur web server. Et ce que je lui ai dit, tu vas partir de l'image Choco HTTPD qu'on vient de builder. Et le -p, c'est pour lui dire, puisque dans le Dockerfile, le conteneur est accessible via le port 80, je lui dis ce port 80 là, tu le binds sur le port 81 de mon serveur. Donc, ça veut dire que si je fais par exemple, je ne sais pas si Netstat est installé, si je fais un Netstat NLTP et que je grep sur 81, Netstat, c'est une commande de Linux, c'est pour voir les sockets qui sont bindés sur la machine. Donc, si je fais cette commande, voilà ça. Donc, ce port-ci, en fait, ça correspond à cette redirection. Donc, c'est mon image Docker, en fait. Maintenant, on va aller tester via le navigateur pour voir si mon site web il fonctionne correctement. Mais avant ça, il y a une étape, c'est, souvenez-vous, sur les machines Amazon, il faut rendre accessible ce port sur la machine. Donc, configurer les security groups. C'est une notion Amazon. Donc, sur ma machine, le security group, c'est un peu comme une sorte de firewall de pare-feu sur les machines. Donc, je dois ouvrir donc, le port 81 de la machine pour que la machine puisse être accessible sur ce port-là, en fait. Donc, c'est à ça que servent les security groups sur Amazon. Donc là, actuellement, en l'occurrence, voici le security group. Je peux afficher les règles. Cette règle, en fait, dit qu'il n'y a que par le port 80 et le port 22 que je peux accéder à cette machine. 22 étant le SSH, 80 généralement pour le serveur web. Donc moi, je vais rajouter une nouvelle règle. Donc, je vais sur le security group. Je rajoute une nouvelle règle en 30. En 30 parce que ma requête elle va venir de l'extérieur de ma machine locale pour attaquer le serveur web, le serveur sur Amazon. Donc, je modifie, je rajoute une nouvelle règle. Ce sera une règle TCP personnalisée. La règle, ce sera sur le port 81. La source, qui peut attaquer cette machine sur ce port? Je mets n'importe où.
Ça veut dire n'importe qui, donc même vous, depuis chez vous, vous pouvez attaquer ce port. Ici, c'est une brève description. Donc, je vais juste mettre un truc pour me retrouver. Battlebot Web Server, serveur web. Donc, je rajoute la règle. Et une fois que vous validez, en fait, la règle, elle est appliquée instantanément. Donc, actuellement, c'est appliqué sur le serveur. Ce que je fais donc, je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée. C'est pour éviter le cache. J'aurais pu faire une fenêtre normale. Et je veux prendre le hostname de mon serveur. Où est-ce qu'il se trouve? L'adresse IP publique de mon serveur, c'est... Je la retrouve ici. La voici. Je la copie. J'attaque le serveur web http:// pour dire le protocole HTTP. Je vais attaquer ce serveur. Je l'attaque sur quel port? Je fais 2.81.81. Donc, ce que j'utilise le protocole HTTP, j'attaque ce serveur sur ce port. Si je valide, qu'est-ce que ça me donne? Le serveur il m'a répondu. Donc, mon build, en fait, a marché. Okay. Et puis, Du coup, on sera pris un peu par le temps. Donc, je vais arrêter la session et on relance immédiatement comme d'habitude. Donc, ça, c'est effectivement déjà la première partie qui est validée. On se dit donc à tout de suite. Ça marche. À tout de suite.